Alors, je vais commencer par remercier la section lyonnaise d'égalité et réconciliation qui est parvenue à organiser cette conférence qui devient de plus en plus difficile. Hein. C'est incroyable. Je pense que vous avez conscience un peu du climat actuel en France. Ça nous rappelle sans doute l'URSS de Brejnev. C'est un côté excitant et un côté inquiétant en même temps. Hein. Donc, je les remercie chaleureusement parce que c'était très bien organisé. C'est fondamental, l'organisation, la sécurité, tout ça. Je voudrais rapidement présenter notre camarade Gilad Atzmon, qui a plusieurs intérêts pour moi. C'est qu'il a une formation de philosophie, c'est-à-dire qu'il maîtrise le concept, ce qui est très important, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense, qui est musicien de jazz de renommée mondiale, ce qui est important aussi, c'est-à-dire que c'est un artiste, de même que moi je suis essayiste, cinéaste, je ne suis pas un idéologue extrémiste, et lui non plus, c'est important. Et surtout, il a un avantage pour moi, c'est qu'il a cette petite protection que je n'ai pas, moi qui est un type malheureusement arien, je n'y suis pour rien, c'est qu'il est, c'est comme ça qu'on doit le dire, juif d'origine, israélien de naissance, et malgré tout, ce qui est très important, étant donné qu'il a une formation de philosophe et qu'il recourt à l'outil du logos, une position de moraliste universaliste très claire et très saine. Et moi, je pense que c'est sans doute une des personnes dont je me sens le plus proche au niveau de son analyse de la question qui nous amène tous ici, ce qui permet de démontrer qu'en réalité, il n'y a pas de transmission, je dirais, héréditaire ou génétique des idées, qui est quand même le vrai fondement de la pensée raciste, de penser qu'on serait obligé de penser telle chose parce qu'on serait né dans une telle communauté, qu'avec l'outil de la pensée critique athénienne et un peu de charité chrétienne, on peut dialoguer fraternellement avec tout le monde, ce qui est le but. Et je pense que, je veux dire, la fonction positive de cette réunion est de montrer que nous ne sommes définitivement pas intéressés par cette cochonnerie qui s'appelle l'antisémitisme. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour discuter, qui est une tradition occidentale entre ce qu'on appelle entre honnêtes gens, sur des fondamentaux, je crois, qui sont partagés par tous les gens qui sont ici, hein, qui sont le bon sens, le respect, voire même quelque chose de très galvaudé aujourd'hui, mais les droits de l'homme authentiques. Voilà. Et mon intérêt ce soir, ça va être de donner beaucoup la parole à Gilad, pour que ce soit lui qui porte certaines paroles, qui moi, me coûtent très cher, pour des raisons, je dirais, racistes. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire, à cause de ma naissance à laquelle je ne peux rien, n'est-ce pas? Ce qui est aussi quelque chose de très louche aujourd'hui. Hein, voilà. Donc je vais me faire un plaisir de donner la parole à Gilad, qui parle pas français ou peu français, donc il y aura un traducteur. Donc excusez-nous pour la lourdeur de tout ça. Mais je pense que cet échange, cette rencontre est quelque chose d'assez historique et qui devrait beaucoup agacer ce qu'on appelle aujourd'hui les bien-pensants, qui sont ceux aujourd'hui finalement qui pensent le plus mal. Voilà, je terminerai là-dessus. I never. Do you have Thank you so much. Thank you, Alan, man. I'm so delighted to be here with you today. I admire what you do, and I admire a person who managed to gather so many young people in a political event and such a diverse community, and to make so many people think, which is something that is very rare these days. Because I'm a musician, I thought that it's my duty to play one short tune to cheer your defeated socialist kosher government.
Okay, now we can I have to play every night, you know. So I finished my musical duties. 2 hours ago, no one in this room, including me, knew where this conference was about to take place, which is quite astonishing that so many people who live on this land have to struggle so much to listen to two European intellectuals. To a certain extent, we have managed to turn you into Palestinians on your own land. But this is quite surprising because 200 years ago, your ancestors, your grandfathers and mothers, went out of their way to emancipate the Jews, to liberate the Jews. I'm sure that they didn't contemplate the possibility that now in 2014, you French people would have to hide your thoughts just not to offend Jews or the Crif. And the next question is, how did they do it to you? We are dealing with clever people, clever race, clever culture, clever ideology. 2 days ago, I read an article in Al Jazeera about the case of Dieudonné. And the writer, his name is Ali Saad. Do you know him? Do you know the guy? I don't know him, but he raised a question. He mentioned that 8 years ago, it was the case of Charlie Hebdo, who published a cartoon of Prophet Muhammad, and the entire French establishment supported him. And now, exactly the same establishment is harassing and chasing Dieudonné. Ali Saad of Al Jazeera thought that this is a paradox. But it's not a paradox, it's very simple. Your establishment, your media, your political system is acquiescing to Jewish lobby group and Jewish pressure. But the next question that this is what I'm going to do today. I'm going to try to understand together with you, how does it work? What does it mean to be a clever Jew? Whenever people spoke with me about clever Jews, I was always embarrassed because I met some clever Jews, I must admit, but most Jews I met were complete stupid. So Jews are like everyone else in that sense, but we have to admit that some Jews are uniquely clever. I don't know if you know about it, but scholars debate how many years. It's between 1,000 to 1,500 years. Jews were engaged, European Jews were engaged in a very unique exercise. In the Jewish ghetto, in the Jewish European ghetto, the merchant, the Jewish businessman, the rich Jew, married his daughter to the Talmudic protege. They've managed to marry, listen carefully, money with scholarship for 1,500 years. Now, we have to understand how intelligentsia or cognitive quality is spread in a society.
This is what we call the bell curve. And the bell curve is very interesting. It's the way things spread in nature. Can you see it from there? On the left, you find the very stupid people. This is intelligence, yeah? Okay, this is intelligence, yeah? And this is numbers. On the right, you find not many, but very clever people. And all the rest are here in the average. This is stupid, this is clever, this is average. Okay? Now, normal aristocracy in a normal society in Europe look like that. You have quite a few stupid aristocrats, more average, and a few clever. Now, why is that? Because aristocrats in Europe, in most European societies, pass their title to the elder son, not to the most clever son, to the elder son. The British, for instance, understood that this is a problem because the aristocracy is becoming more and more stupid. They decided to let intelligent people in through peerage from the military, from the academia, from the arts, from civil servants. This is how the British created a bump here. And this is why the Brits were slightly successful empire until they started to make business with the Zionists and they crushed them. Together with your French Empire in Suez. The Ottoman Empire also had a very similar shape. They introduced people from Armenian and Kurds. When they saw a clever man, a clever person, they took them in. But when it comes to Jewish intelligentsia, we don't have stupid. We're looking at something like that. Because the Jewish intelligentsia, I'm talking, sorry, just about Europe, okay? I'm talking just about Europe. The Jewish intelligentsia is that cognitive elite that is made for 1500 years through this marriage of scholarship and money. For many years, nobody knows about it because they're living in a ghetto. And this idea of cognitive elite is actually very clever because the Jews want people to be led by people who know how to make business, but also understand the culture. All that time, when the Jews become more and more clever, the elite, the Catholic around them, doing the opposite. Every time they find a clever boy, they take him to the monastery and they tell them, listen, girls, forget about it. Maybe boys. We are going to have problem with the church now, not with the... But this is true. Now, there is another thing that we have to understand. By the way, do you understand what everybody understands? It's not that complicated. It looks complicated. The more clever they become, the more stupid the rest of the Jews become. And why? Because for 1500 years, every time they see clever person, they take them out. In practice, what happened is that this division is also a division between East and West. In the East, we have the low class, low ability Jews in the Pale area. And all the great yeshivas, the great universities are in the West, in Ashkenaz, in Germany, some in France, until the French tell them to fuck off. You know, in Germany, Austria, Czech Republic. Now, this is obviously a generalization. We have a very serious elite also in Litha, in Warsaw, and so on and so on. But
when it comes to Jewish culture, they call the people in the East, if you remember Shalom Aleichem, did you know, I don't know if you had it in France, Fiddler on the Roof? Do you remember this musical? If I were a rich man, yeah? The original Yiddish is not if I were a rich man. The original Yiddish and Hebrew, if I were a Rothschild. We have for the Jews and we have the same musical for the Goyim. Okay? Now, in England, in France, in every language, the song was If I Were a Rich Man. But the original one, as it was written, as it was done in the first place by Jews, I don't know where, it was If I Were a Rothschild. Rothschild, yeah. Now, the people here are very frustrated. And this is very interesting because the Jews in the East were extremely enthusiastic about Marxism and socialism. One reason is that they were oppressed and abused by their surrounding reality. But the other reason that they don't tell you is that they were extremely oppressed by an internal Jewish class division. The entire lexicon of Jewish humor from the 19th century is there to deal with this problem. Do you know the joke about the trousers, the one trousers? You know the joke? Yeah, you know the joke. I thought that you know. This is a classic Yiddish lower class joke. If the Jews are doing blah, blah, blah business between themselves, and then the Goy come and the Gentile, they screw him up. Because in the Jewish humor, always, the Goy is stupid or naive. And the Jew is... Now, this is very interesting because this is the humor of the lower class, of the Yiddish. There is no Jewish humor. Jewish humor is really Yiddish humor. It's the people in the East. Because I can see that you are not driven by political correctness, I'll share with you a beautiful Jewish joke. It is a Ori joke. It's a horrible joke, but it's funny. 19th century Ukraine Jewish village. Out of the blue, Friday evening, the Cossacks coming on their horses and about to start a pogrom. They come in with the swords, they kill all the men, slaughter the teenager boys, and then they see the women, they get excited, they start to rape. It's a Jewish joke, so don't, yeah. They start to rape and they are drunk and it's horrible. But then at a certain stage, even the Cossacks cannot rape anymore. And then they put the clothes on and they decide to look for gold. And they get to the second floor and they look for gold and they don't find. And they get to the attic, to the roof, and they find the old granny. And they see the old granny, she's 90 years old, and they feel like having another rape, just a small one. And the mothers and the girls, they understand what is happening and they say, oi, don't do it to our grandma, it's awful, please don't do it. And then the grandmother shouts from upstairs, a pogrom is a pogrom. Why? Because in the Jewish humor, even the senile grandmother is more sophisticated than the Gentile Cossack. Now, when we try to understand, actually we'll do it here. When we try to understand how sophisticated is this group, we have to compare it with other elites. So for instance, when we talk about the Palestinian elite, it's a normal elite. Can you see it? And why it is a normal elite? Because the Palestinian people
are normal human beings. But it is even more complicated because Palestine was occupied for 2,000 years, different conquerors. So its elite is not a cognitive elite, it's the elite of those people who were subservient enough to put the Palestinian brothers in line with the regime. This is why Palestinian resistance is actually out of character for the Palestinians. And these poor Palestinian people have to deal with a cognitive elite that was developed 1,500 years. And what about you, French people? Your elite also look like that. Your traditional elite. Now we are getting into a very interesting corner because we can start to understand what is happening in French society today. And it is frightening. Part of the domination of Jewish elite in Western society changed the shape of your society. Why? Until the 19th century, there wasn't an issue with Jewish cognitive elite. But once Jews were emancipated, in the beginning of the 19th century, late 18th century, they had a chance to become equal citizens like all other citizens. Suddenly, this unique cognitive elite, Jewish cognitive elite, is becoming the most dominant elite in your society. They are actually slightly more clever than anyone around. But they are not clever in everything. No great philosophers, except Bernard-Henri Lévy. No great mathematicians. One physicist was relatively clever. His name was Albert. But they are uniquely clever. And I give you a good example. They are not just people here who studied in universities know very well that when you meet a French professor of literature or physics, they can be extremely clever in physics, but they cannot drive a car. They wouldn't know how to talk to women. They're clumsy. Sometimes, yeah? But when it comes to Jewish intelligentsia, they are very, very clever, but they are very, very good in marketing. Do you remember Marx? Nobody remembers Engels. Marx was much better in marketing. Freud wasn't as interesting as Jung, but he was way better in marketing. Noam Chomsky. Can anyone think of something inspiring said by Noam Chomsky? Rien du tout. Tout ce qu'il a dit a déjà été dit avant par d'autres, et tout ce sur quoi il s'appuie aujourd'hui est faux, y compris sa théorie linguistique, qui ne tient pas du tout la route. Donc c'est effectivement du tam-tam. Exactly. But the marketing is par excellence. D'ailleurs, il a été invité comme le plus grand intellectuel du monde par Tadei il y a 2 ans, je crois. Il a abordé 5 sujets. Il a menti et il s'est trompé sur les 5. J'ai fait une vidéo pour le démontrer. Vous pouvez la rechercher. Now, even Derrida, I think, was better in marketing than being a philosopher. And BHL is definitely good in marketing. Even I am very good in marketing. I just let the Zionist organization do the PR. So, we are dealing now with 19th century. You have a very strong elite of Jews. It's actually small in quantity, but it becomes more and more influential. But while your elite looked like that until
the 1930s, due to the elimination of manufacturing, all Western society now start to look like that. We have a very clear cognitive elite of people who are very, very intelligent. They are identified by education, cooperates, banking, internet companies, computer companies, high-tech. And we have people who are much less able, and they become underclass. In terms of society, these people who used to be the working class are now on verge of being eradicated. And this is very, very interesting because it's not their fault. They are not born extremely clever. In 40, 50 years ago, politics was there to guarantee manufacturing. Nowadays, thanks to people like Milton Friedman, we are reduced into consumers. Our job in society is to consume. And the job of Francois Hollande and Obama is to facilitate consumption. And this is what the cognitive elite is taking care of. And now we are getting to a very interesting point. The cognitive elite is very tolerant. It's liberal. They don't mind Arab, Muslim, Jew, gay, lesbian, androgynous, everything. If you are a black woman, Muslim, with mustache, converting into Judaism, changing your sex, I deliberately go crazy, but you have 150 IQ, you have a job in Google. But look what is happening now. Our left is not in the cognitive elite. They are the most boring, uniquely average people. They are somewhere here, making a lot of noise. And they are fighting for gay rights, for feminism, for tolerance against anti-Semitism, tolerance. It's all nice, no problem. But what is amazing is that all those slogans that the left produce have nothing to do with the elite. Because the elite is tolerant. The elite doesn't care about all those issues. This is why the left here end up fighting the working class. And this is a classic case of Don Quixotes. Don Quixote, how you say? Don Quixote. Because rather than fighting the elite, the people that screw us on a daily basis, the left end fighting you. And guess what? The people here are very happy and they fund it. They send the money. The classic guy that runs the show funds every left organization, almost every left organization and progressive, is Mr. George Soros. George Soros is the classic Jewish cognitive elite. He's better than you in money, believe me. And he's also very, very clever. And guess what? To buy these idiots in the left is very cheap. All you have to do, you just send them for one night in Holiday Inn in Frankfurt and they know what to do. This is why yesterday, and not just in France, all over Europe, the people here, the working class,
the workless people, stood up and they say, enough. You know what is the definition of pogrom? When the goy say, enough is enough. For the time being, they think that the enemy is here. And it's not a problem if they... Because I'm not against the left. I want to see a real left, real socialist people. But fighting against this group would stop them from identifying the real problem. Now, I don't know how long am I talking. Je vais bientôt prendre la suite. Hein? Je vais bientôt prendre la suite pour parler des autres. The what? Que le sujet, c'est les Juifs et les autres. Je vais parler des autres. No, but for sure. What I started from presenting the issue of otherness. I thought that this is a brilliant talk because what happened to you in your country is that after 200 years of Jewish emancipation, the Jewish cognitive elite has managed to make you into the other. You are the underprivileged. You have to hide your thought. You are subject to terror of political correctness. A major European intellect has to go around with bodyguards. And it is not very surprising. It's just a repetition of the pattern that we saw in Bolshevik Russia. When I was young, the left was a universal concept. And I was very excited by it. It didn't matter if you are Arab or Muslim or Jew or gay. The only thing that mattered is your role in production chain. If you were a proletariat, you were one of us. Now, in the last 30, 40 years, thanks to Frankfurt schools, I don't want to extend the talk about it, but you will know what I'm talking about. The left changed its tactics. It divided society into gays, lesbians, Arab, Jews, black, yellow. All those identities are defined by biology. The left here in France, in America, and Britain actually adopted the Nazi biological philosophy. Instead of looking at the most important thing, three things: manufacturing, education, and health, we started to have wars between the gays and the Muslims, the Jews and everyone, and so on and so on. This sectarian war, endless chain of sectarian wars, facilitated the entry of globalization, end of manufacturing, cooperate culture. 30 years into this idiotic identity politics, we are left with no dissent. We have become the other. The two. Là, il n'y aura plus la question de la traduction. On va changer un petit peu. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que c'est une approche un peu différente de celle à laquelle je vous ai habitué, mais ça se rejoint par des tas d'aspects. L'idée du communautarisme victimaire, de la gauche qui abandonne la question de la production, on n'est plus que sur la question de la consommation et de la segmentation de marché. Donc, ce qui est très intéressant sur la démonstration du début sur les élites juives, c'est que moi, je ne peux pas me permettre d'en parler, mais c'est vrai que quand on étudie, on arrive à peu près aux mêmes conclusions. Simplement, ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'il est permis de faire de la sociologie sur tout, effectivement, sauf sur cette question très importante, qui est la sociologie, effectivement, de l'histoire juive et des élites juives. J'ai hérité récemment, d'ailleurs, l'excellent bouquin de Werner Sombart, que je t'offrirai sans doute, Les Juifs et l'économie. Et c'est un livre, ce qui est très ambigu, c'est que c'est un livre qui est considéré comme antisémite
bien que pas condamné parce que de très haut niveau. Mais ce livre est entièrement parodié par un bouquin d'Attali qui s'appelle Les Juifs, le monde et l'argent, qui est un plagiat vulgaire de ce livre-là, et qui est là est considéré comme un livre démontrant la très grande intelligence juive. Ce qui veut dire simplement que aujourd'hui, si on oublie les racistes, les nazis qui sont 0,001% de la population, est appelé aujourd'hui antisémite un non-juif qui maîtrise la même culture sociologique qu'un juif et qui dit la même chose qu'Attali en n'étant pas juif et en ne s'en réjouissant pas absolument. Voilà. Et ça, c'est considéré aujourd'hui, c'est la définition stricte de l'antisémitisme. Voilà. C'est-à-dire que si je répète ce que dit Attali, sans m'extasier à la fin, j'ai des ennuis, alors que je ne fais que répéter ce qu'il dit. Et ça prouve effectivement que nous sommes totalement sortis de l'universalisme et que nous sommes tombés dans ce qui est spécifiquement juif, qui est la double éthique. C'est-à-dire que les valeurs et les codes ne sont pas les mêmes selon celui qui parle. Voilà. Ce qui est le contraire même de la possibilité du rapport à l'autre et de l'universel, qui est que la règle, comme en sport, est la même pour tous. Alors là, vous voyez bien qu'il y a ce qu'on appelle une double éthique, une double logique, les règles ne sont pas les mêmes pour vous que pour l'autre. Ce qui veut dire d'ailleurs, si vous transposez dans le football, que vous ne pouvez pas gagner le match. Hein, parce que l'autre, il a le droit de marquer les buts avec les pieds et les mains, et vous, ni avec les pieds ni les mains. Et en plus, le match continue jusqu'à ce que vous ayez perdu. Et c'est ça qui est terriblement... Et là, je renvoie à Dieudonné, il faut beaucoup d'humour, en plus de la culture, pour supporter cette situation qui est très très injuste, parce que cette domination et cette violence ne se fait pas au nom d'une culture extérieure, mais au nom de notre culture d'émancipation, c'est au nom du logos grec, au nom des droits de l'homme. Hein, ça ne se fait pas au nom d'autre chose. Et c'est très très douloureux. Et moi, cet après-midi, j'ai essayé de me calmer, simplement quand j'ai lu l'enchaînement de phrases stupides de ce monsieur Caranco, qui est notre préfet. Ces gens-là nous prennent-ils à ce point-là pour des imbéciles? Nous sommes quand même une grande nation cultivée. Il a sorti une série de fadaises d'un niveau, d'une grossièreté conceptuelle et morale, qui prouve vraiment que ces gens-là, et quand je pense ces gens-là, je pense ces exécutants, nous prennent vraiment pour des imbéciles. Hein. Voilà, quand on voit ce qu'ont écrit aujourd'hui les médias sur notre petite réunion de ce soir, le préfet, etc. Et ce mépris, à mon avis, a un lien très fort avec ce qui s'est passé hier. Hein, c'est-à-dire, effectivement, un Front National qui se retrouve à 25%. Parce qu'effectivement, trop, c'est trop. Trop de mépris, c'est trop de mépris. Voilà. Hein, et moi, je vais être un peu plus concret là, et un peu moins théorique que mon camarade de tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il y a eu deux événements très forts qui ont précédé cette réunion, qui est censée être la rencontre de personnes venant de deux mondes différents au départ, et qui montrent qu'ils peuvent être, par le recours à la réflexion historique, sociologique, et en utilisant sainement l'outil de la logique au service de la morale, arriver à peu près à des mêmes conclusions, qui sont des conclusions très pacifistes en réalité. Hein. Voilà. Les deux événements qui ont précédé cette rencontre, qui me paraît très saine, puisque finalement... quand il y a des tensions pour les réduire, il faut que l'un et l'autre discutent, hein, pas l'un avec le même en niant l'autre, mais l'un et l'autre discutent. Les deux événements qui ont précédé cette réunion sont, on va dire, la tuerie de Bruxelles et effectivement le vote Front National aux élections européennes. Et malheureusement, il y a eu des pour associer les deux, ce qui est dramatique. Parce que moi, ce sur quoi je mets le doigt aujourd'hui, c'est pour ça que je parle souvent avec mon ami Jacob Cohen des Juifs du quotidien, c'est que nos élites dominantes aujourd'hui, qui se moquent totalement de notre sort à nous, mais aussi de leur propre base, hein, n'hésitent pas, au lieu de se réjouir aujourd'hui du sursaut populaire du peuple contre les oppresseurs oligarchiques, à associer systématiquement les oppresseurs oligarchiques à eux, et à dire que le peuple ne se révolte non pas contre les élites oligarchiques, qui sont composites et essentiellement sur une question économique, mais que se révolte contre eux. J'ai trouvé hier un opuscule épais comme ça, publié par les étudiants juifs de France, qui ne représentent ni les étudiants, ni les juifs, ni la France, mais pour dire que la victoire du Front National serait une victoire contre eux. Quelle stupidité et quelle maladresse politique de faire croire à un peuple humilié, à un peuple en colère, que le sursaut du peuple contre ses oppresseurs serait un sursaut contre les juifs. C'est dramatique comme stratégie, c'est stupide, et je me demande même si ce n'est pas volontaire. Car je fais remarquer que si l'antisémitisme ne m'intéresse pas, car c'est une question vulgaire, raciale et raciste qui ne rentre pas dans mes catégories,
Les gens aujourd'hui qui me montrent du doigt et qui m'ont rendu co-responsable de la tuerie de Bruxelles, eux sont des rentiers de l'antisémitisme, des professionnels de l'antisémitisme, et qu'ils ne vivent que de l'antisémitisme. Hein. Ce sont des... Hein, je le dis bien, le Belge qui a parlé et nos gens du CRIF. Et qui mettent-ils en danger en dernière instance? Hein, pas les 99% du peuple de France, car nous sommes 99%, selon leur propre vision du monde, qui en ont marre d'une oppression qui est à la fois économique et idéologique. Ils mettent en danger ce que j'appelle les juifs du quotidien, dont parle Jacob Cohen, qui n'ont pas lu le Talmud, ne sont pas des érudits, se foutent un peu de la question israélo-palestinienne, et ont un rapport au judaïsme qui est privé et qui ne me concerne pas, qui ne me regarde pas, hein, qui est une question ce qu'on appelle d'habitus, pour reprendre des concepts assez faibles de notre ami Bourdieu, et libre à eux, vous voyez? Voilà. Et moi, je mets le doigt là-dessus pour redescendre un peu sur terre. Aujourd'hui, les élites communautaires juives sont en train de dire que le combat d'émancipation des peuples européens contre quelque chose qui est très, très technocratique et très technique est une révolte contre les juifs. Et je le dis, nous devons absolument refuser de valider cette saloperie qui voudrait aujourd'hui que le combat d'émancipation des peuples européens contre une oppression économique serait un combat des juifs contre les antisémites et vice-versa. C'est dramatique. Et je dis que c'est... Il faut absolument que les juifs intelligents et les juifs du quotidien, comme nous-mêmes, les montrent du doigt comme de dangereux manipulateurs et de dangereux imbéciles, à moins qu'ils aient un projet pervers et un projet diabolique qui peut être conçu soit comme la question de l'alia, c'est-à-dire de terroriser leur propre communauté en les poussant à la paranoïa pour qu'ils ne s'assimilent pas et qu'ils restent enfermés finalement dans un ghetto idéologique et dans un ghetto de paranoïa, voire même qu'ils partent en Israël, alors qu'aujourd'hui, les élites israéliennes quittent Israël aujourd'hui, on le sait, parce que c'est le seul pays où un juif peut être assassiné, parce qu'il est juif, pratiquement. Hein, ça se passe bien beaucoup mieux dans tous les autres pays du monde sur cette question-là. Donc il y a cette question sans doute très perverse de l'alia, pousser les juifs à la paranoïa, et surtout, toujours pareil, vouloir que par la paranoïa et la peur entretenue, ces gens continuent à leur obéir. Parce que si ces juifs du quotidien s'émancipent et deviennent de simples citoyens, comme leur demande Éric Zemmour, ils perdent tous leurs privilèges et tout leur pouvoir. Et c'est ça la vraie question. Et je dis, nous devons tous nous émanciper aujourd'hui de la stratégie diabolique, scandaleuse et dangereuse du CRIF. Dangereuse pour moi, bien sûr, parce qu'ils poussent un extrémiste juif à m'assassiner. C'est ce qu'ils font clairement quand ils me mettent sur le dos l'histoire de Bruxelles. Or, nous avons vu les images à Bruxelles. Ce ne sont pas les électeurs de Laurent Louis ou les gens qui assistent aux conférences de Soral ou au spectacle de Dieudonné qui ont perpétré un tel acte. On voit bien que c'est un professionnel de l'assassinat, sans doute un militaire, d'un grand sang-froid, et qui est peut-être, si on creuse un peu, du Mossad. Hein. Et quand je dis ça, ce n'est pas un délire. Je vous renvoie à la vidéo que nous avons mise récemment sur le site, faite par Maria Poumier, sur le double attentat en 1994 en Argentine. Les élites sionistes sont les spécialistes de l'assassinat de juifs pour maintenir leur communauté dans la soumission quand elle tend à aller vers le quant à soi et l'individualisme et la pluralité des opinions. Ce n'est pas un fantasme. Ça s'est passé en Irak dans les années 50, et un type comme José Bové a été mis en danger parce qu'il avait osé rappeler que c'était une vieille tradition, n'est-ce pas? Les bombes dans les synagogues, quand les communautés juives, notamment par exemple du Maroc, n'étaient pas assez sionistes. Jacob Cohen vous en parlera savamment. Et je dis aujourd'hui, la question elle est là, c'est qu'il faut que nous échappions tous à ce piège qui nous est tendu de dire qu'aujourd'hui, ce combat qui démarre d'émancipation des peuples contre une oppression économique et une vision du monde qui est, je le dis, composite, de dire que ça serait un combat des juifs contre les antisémites et des antisémites contre les juifs. C'est une saloperie intégrale. Et si j'ai convié ce soir Gilad, c'est pour effectivement que nous montrions physiquement que nous refusons ce genre de catégorie et ce genre d'opposition. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et je dis, normalement, je devrais porter plainte et faire un procès à ce représentant de la LICRA belge et aux élites auto-représentées du CRIF pour m'avoir désigné comme un des co-responsables de la tuerie de Bruxelles. Je devrais notamment, non seulement les envoyer au tribunal et les faire condamner. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que malheureusement, aujourd'hui, pour la question de la domination sioniste sur la France, qui est une réalité, je ne gagne pas mes procès, ce qui est scandaleux, et ce qui donne le sentiment à ces gens-là qu'ils peuvent tout se permettre, dans la diffamation, dans l'injure, dans la menace. Et c'est très très dangereux quand on est dans une période de crise économique, avec un peuple qui souffre aujourd'hui sur des questions de pouvoir d'achat, de sécurité, et que
une population qui représente 1/6 de 1% de la population française, et qui est évidemment l'hyperclasse, ce que d'ailleurs Attali appelle l'hyperclasse, représentée parfaitement par l'arrogance d'un Bernard-Henri Lévy, continue à nous insulter et à nous montrer du doigt. C'est dramatique, parce qu'effectivement, comme le disait Guy Latoller, trop c'est trop. Et effectivement, quel est mon combat à moi aujourd'hui? C'est de défendre la vérité, de défendre le peuple de France, et aussi de tendre une main fraternelle à ceux qui font partie totalement du peuple de France par nos lois émancipatrices. Parce que je le rappelle, les premiers à avoir émancipé les Juifs, c'est Robespierre en 1791. C'est tendre la main à ces Juifs représentés par Zemmour, qui sont simplement des citoyens français, qui veulent que leur rapport à la judaïté soit dans la sphère privée, c'est-à-dire liberté de culte. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette logique-là. Nous sommes dans une toute petite élite sioniste qui a totalement satellisé et soumise à l'appareil d'État français. On le voit avec le discours grotesque du préfet de ce soir, discours qui lui vaudrait 2 en philo en classe de terminale, avec des mots, des pseudo-concepts comme la haine. Vous voyez, on le voit notamment avec le discours de notre Premier ministre Manuel Valls au Trocadéro, où il s'est permis de dire, ce qui rejoint le discours de Gilad, que les Juifs étaient l'avant-garde de la République. Ça veut dire que nous, les goïms, qui sommes 99% de la population et qui sommes les Français de souche, nous sommes l'arrière-garde. Donc il y aurait dans l'égalitarisme républicain une avant-garde et une arrière-garde. Et l'avant-garde serait des militants sionistes, c'est-à-dire des gens qui se battent au nom d'un suprémacisme racialo-théologique, au nom d'une lecture territoriale, littérale, raciale et belliqueuse d'une religion dont on peut faire d'autres lectures, elle spiritualiste, ce qui renvoie à la liberté de culte. Sinon, là, on n'est pas dans la liberté de culte. On est dans l'ingérence, on est dans la politique, on est dans le racisme, on est dans l'appel au meurtre, on est dans tout ça. Et ces dysfonctionnements logiques et politiques sont tellement grossiers aujourd'hui et évidents, et compris par la majorité de la population, comme le démontre le succès de Dieudonné, qui fait comprendre tout ça par l'humour et par l'humour noir. Alors vous avez remarqué que depuis le scandale du Conseil d'État, l'humour noir est interdit en France, ce qui veut dire en gros qu'il n'est plus autorisé que l'humour juif, qui malheureusement n'est plus très drôle, car je le rappelle, comme le disait très bien notre camarade Gilad, l'humour provient de la souffrance et de la domination. Les dominants n'ont pas d'humour, c'est pour ça qu'à l'époque où ils avaient encore conscience de ce qu'ils étaient, ils payaient un fou du roi pour être drôle à leur place. Bernard-Henri Lévy est drôle à ses dépens. Mais tout ça est tragique, car en fait, nous sommes arrivés là, à un moment donné, où les élites autoproclamées, issues du CRIF, c'est-à-dire les élites, on va dire, talmudo-sionistes françaises, qui ont soumis toute la gauche de merde dont parlait Gilad Asman, vont, jour après jour, déclarer la guerre à un Front National, qui est en fait le seul parti de gauche sociale authentique aujourd'hui sur sa ligne économique, et qui, grâce notamment au travail que j'ai fait, essaye de rassembler la totalité du peuple de France sur une idée antiraciste, qui est l'idée de nation française, qui est une idée non raciale. Et alors que nous pourrions réussir cette réconciliation nationale intégrale, qui va de Soral en passant par Dieudonné à Zemmour, nous avons des comme Bernard-Henri Lévy, je crois qu'il n'a aucune conscience de ce que c'est que la réalité populaire, le monde du travail, en tant que rentier totalement en dehors des réalités du monde, un peu comme un petit marquis qui disait au moment de la Révolution française « Vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche », même si cette citation est fausse, mais elle est éloquente. Nous avons, à cause dégénérés comme ça, et qui, eux, ne pensent qu'à faire partir des Juifs et à en faire des Sayanim, nous créons une situation explosive en France que, je le dis, les gens que je représente ne perdront pas. Car nous avons 2500 ans d'histoire pour rappeler quand même des souffrances récurrentes dues à des erreurs d'élite systématiquement répétées par des élites sans demander leur avis à la masse. Pour ça, vous pouvez lire l'excellent livre de Douglas Reed qu'on vient de m'interdire d'éditer par un jugement illégal qui était d'ailleurs contraire à la décision du parquet et du procureur, vous voyez, à la simple demande d'un des bras armés du lobby sioniste français qui est la LICRA. Voilà. Donc, moi, je suis là pour, effectivement, ne rien lâcher sur la vérité et sur la morale, et je suis là aussi pour éviter le piège qui nous est tendu de dire il y aurait aujourd'hui un combat des antisémites contre les juifs. Je le dis bien, quiconque aujourd'hui adhère à ça est un et il tombe dans le pire des pièges, évidemment. Nous avons avec nous beaucoup de juifs du quotidien qui simplement ont conscience qu'il n'y a rien de plus,
comment dirais-je, confortable depuis l'histoire des Juifs, depuis la fuite d'Égypte, que d'être juif en France. Les Juifs jamais n'ont connu de situation aussi agréable au quotidien que d'être juif en France aujourd'hui. Et mettre en danger cette situation parce qu'un tout petit nombre, une toute petite minorité autoproclamée et auto-représentante a d'autres lubies et d'autres fantasmes, c'est scandaleux et catastrophique. Et malheureusement, nous avons, contre cette vision-là, la paranoïa entretenue, effectivement, par les médias, par toute cette soumission des médias, notamment des médias de gauche, où aujourd'hui on essaie de faire croire en gros que parce que le peuple de France essaye de s'émanciper du diktat de l'Union européenne, les Juifs seraient en danger, et on essaie de faire croire aux Juifs que c'est contre eux que ça se fait, alors que vous imaginez bien que pour le petit commerçant juif, le prolétaire juif, on va dire pratiquement 99% de la population juive française, le dentiste, la profession libérale, ce sursaut contre le diktat de Bruxelles est son intérêt objectif sur le plan de la logique de classe et sur le plan de la logique économique. C'est ça qui est dramatique. Et donc là, pour faire référence à l'histoire des Juifs que vous a présenté Atzmon, je fais appel à l'intelligence séculaire et multiséculaire du peuple juif pour produire cette analyse et bien comprendre qu'il est de leur intérêt aujourd'hui de rejoindre le sursaut, je dirais, d'émancipation nationale, puisque rien ne les en empêche, et comme le fait Éric Zemmour d'ailleurs, et surtout pas de dire que c'est comment dirais-je, de répéter le mensonge que c'est une guerre qui leur serait déclarée. Voilà. C'est ce double message que j'ai fait passer, refus total de la soumission à ce diktat sioniste du CRIF qui veut faire de moi un raciste, alors qu'excusez-moi, refuser d'obéir au peuple élu dans une conception non pas spiritualiste d'avant-garde religieuse, dans une conception raciale, territoriale et belliqueuse, faire de moi quelqu'un qui refuse de se soumettre au peuple élu et de croire à cette vision du monde ne fait pas de moi un raciste. Ça fait de moi un antiraciste, comme l'a très bien même dit lui-même Finkielkraut. Ce à quoi il a conclu qu'il fallait arrêter avec l'antiracisme. Il le situe exactement, voilà. Et il vient d'ailleurs d'accéder à l'Académie française. La France d'aujourd'hui, c'est ça, c'est Valls, Premier ministre, qui a accédé à son poste uniquement pour sa soumission intégrale au lobby sioniste français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui est nommé Premier ministre contre l'avis du président de la République, sa sélection se fait à la plus grande soumission à ce minuscule petit lobby sioniste qui, je le répète, représente 1/6 des Juifs de France, qui eux-mêmes représentent 1% de la population française. Tout ça, forcément, si nous ne réfléchissons pas tous ensemble et si nous ne nous alignons pas sur la ligne, je dirais, égalité et réconciliation, qui est aussi celle globalement du Front National de Marine Le Pen. En gros, après il y a encore 2-3 ajustements à faire, mais on y travaille. Si nous ne nous mettons pas là-dessus, oui, c'est quand même... Non, il n'y a pas de ligne anti-islam, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a un contexte de diabolisation de l'islam dont beaucoup de musulmans, auxquels des musulmans participent souvent par naïveté. Il y a le contexte international avec le takfirisme manipulé. Donc il faut intégrer tout ça. Et puis il y a aussi la perte complète de repères et de confiance dans son propre pays, du français de base, je veux dire, c'est-à-dire issu de la petite bourgeoisie catholique, qui ne comprend plus rien à ce qui lui arrive. Il faut à un moment donné être capable de comprendre la détresse de l'autre. Non, pas le Front National, certains membres du Front National. D'accord. Et il faut à un moment donné comprendre qu'il faut tous faire des efforts dans une réconciliation. Et que le français de base, qui en prend plein la gueule depuis 40 ans, qu'on traite de raciste, d'homophobe, de colonialiste, de collaborateur, de collaborationniste, etc., aujourd'hui dans une situation de fragilité psychologique où il faut vous-même que vous soyez un peu psychologue et que vous compreniez sa souffrance. Parce que si vous ne faites pas cet effort-là, c'est le même effort que les Juifs doivent faire, pour comprendre que la ligne Zemmour est la bonne. Car aujourd'hui, vous n'êtes pas face à des gens qui sont professeurs de philosophie et de sociologie. Vous êtes face à un peuple de France qui ne fait que se faire cracher à la gueule, humilier et insulter depuis 40 ans. Alors qu'il n'a fait que travailler et qu'il est sans doute, je demanderai à mon camarade Gilad, pour les gens qui ont voyagé, sans doute un des peuples les moins racistes du monde. Parce qu'il faut comparer avec ce qui est, malheureusement, pas avec l'idéal. Et je vous dis, il faut que nous faisions tous aujourd'hui un effort d'intelligence. Moi, je fais un effort de mon côté souvent pour lutter contre une certaine vision très primaire et très caricaturale de l'islam, sans doute, qui est celle un peu de Marine Le Pen. Mais pourquoi demander à Marine Le Pen d'être une spécialiste de l'islam ? Je veux dire, je fais l'effort, par mes vidéos depuis des années, pour qu'elle comprenne la complexité du problème. Et il y a des gens autour d'elle qui font le travail, et ça prend du temps.
Mais il faut, je vous le dis, non pas avoir seulement une attitude de musulman, mais aussi de savoir quelle est votre position de classe. Vous n'êtes pas que musulmans en France, vous êtes aussi des sous-prolétaires. Quel est votre intérêt social par rapport à des positionnements qui sont aussi sociaux et économiques? Il est dangereux de vous positionner aussi que comme musulman, alors que vous êtes parfois prolétaire, sous-prolétaire ou issu des classes moyennes. Tout ça est composite. Non mais je vous ai compris, hein, il faut arrêter les fixettes. Donc je dis, moi je ne m'adresse pas qu'aux musulmans, n'est-ce pas? Je suis un Français de souche de culture catholique. Je m'adresse à l'ensemble du peuple de France aujourd'hui, qu'on a poussé à la division entre Français catholiques, entre musulmans, entre juifs, entre gays. Vous avez vu aujourd'hui que sur le modèle comment dirais-je, du communautarisme juif victimaire, on vient de créer de toutes pièces de l'homophobie. Avant, la France est un pays tolérant où il n'y a pas de police des braguettes. Il n'y avait pas d'homophobie en France. On est en train de créer sur le modèle du communautarisme juif victimaire et agaçant, le communautarisme juif agaçant, le communautarisme, comment dirais-je, gay. C'est-à-dire, on vous dit aujourd'hui, il y a des associations gays financées par l'État qui publient elles-mêmes leurs statistiques d'homophobie. Imaginez bien comme c'est sérieux. Et je veux dire, il y a un problème d'homophobie en France. Parce que c'est effectivement cette stratégie de domination par le diviser pour régner. Donc on est en train d'opposer tout le monde à tout le monde, ce qui ressemble d'ailleurs à ce que Marx décrivait au bout du pourrissement du capitalisme, ce qu'il appelait la guerre civile généralisée, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous. Hein. Et notre combat, c'est à un moment donné, effectivement, qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons en commun la nationalité française qui est non raciale, c'est très important, hein, la citoyenneté française n'est pas volkisch. Nous avons aussi une faible tradition communautaire en France, contrairement à la tradition anglaise, qui est très communautaire. Donc nous avons des atouts. Mais ces atouts, il faut les prendre dans le logiciel profond français. Or, nos élites aujourd'hui, que vous ne respectez pas à juste titre, car la France, les élites françaises aujourd'hui sont des traîtres à la France profonde. Et à la limite, je me réjouis que justement des jeunes issus des quartiers n'aient pas de respect pour Sarkozy ou pour François Hollande. Je n'en ai pas non plus. Car en fait, s'ils admiraient la France à travers Hollande ou Sarkozy ou Valls, c'est qu'ils n'aimeraient pas la France que je respecte et qui est respectable. Donc je ne reproche à aucun jeune issu de l'immigration de ne pas aimer la France actuelle. Cette France est traître à la France, et traître au peuple de France de souche également. Nous sommes d'accord là-dessus. Hein. Donc je finis là-dessus. Mais si nous allons chercher dans le logiciel français profond, la fraternité citoyenne qui est non raciale, hein, non confessionnelle, et qu'en plus nous sommes dans un pays qui, contrairement à la question de l'Allemagne des années 30, est un pays qui n'a pas de problème d'espace vital, qui n'a pas de problème de saturation, même en termes ce qui n'était pas forcément le problème de certains pays, nous avons en réalité aucun problème profond pour nous réconcilier si nous mettons hors jeu, par le discours et par le rapport de force calme, hors jeu la petite bande de qui pousse à la guerre civile en France chaque jour un peu plus. Hein. C'est là-dessus que je veux finir. One is not a question. I listened to you talking. Yeah, I listened to you talking, and I'm not an anthropologist, but what I see here is the most diverse crowd I've ever seen in my life. And I really, whether you understand it or not, you achieved something that is unthinkable in Anglo-American culture. And the one thing that I would never understand is how you or Dieudonné or the people that are associated with ER can ever be accused of racism. This is the true diverse. It's not the left, Jewish left. This is the most diverse society on this planet. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mentir. Et c'est pour ça qu'ils ont très peur, effectivement, du contact entre le grand public et cette avant-garde que nous constituons, car s'il y a une avant-garde aujourd'hui, c'est nous. Hein. C'est une évidence. Ils ont très peur du contre-champ qu'on montre, effectivement. C'est pour ça que ce qui est dramatique, c'est que vous voyez comme les médias mentent. Ils arrivent à raconter, des journalistes qui sont présents parfois, on le verra peut-être demain, qu'il y a eu des bras tendus, des signes nazis et des trucs comme ça. Ce qui est tragique, c'est ça, c'est le niveau de mensonge auquel ils sont obligés de recourir pour être encore un peu crédibles. Or, vous avez remarqué qu'ils ne le sont plus, puisque on va rappeler des choses qui vont te rassurer. C'est que quand Valls nous a déclaré la guerre, moi et à Dieudonné,
nous avons triplé notre audience à ce moment-là, triplé. C'est-à-dire que ça ne marche plus du tout. Et à quoi recourt-il aujourd'hui? À la police, à l'interdiction préventive, au Conseil d'État, c'est-à-dire à la dictature pure et simple, c'est-à-dire à la menace et à la violence, qui est une violence d'État. Et même à ce niveau-là, on peut avoir un espoir, c'est que moi, je suis en contact avec beaucoup de policiers et de gens de ce que j'appelle les corps constitués, qui sont des braves Français comme nous tous, et qui ont compris eux-mêmes qu'on leur faisait faire un sale boulot, et qui veulent de moins en moins le faire. Je vous rappellerai une statistique qui m'a été donnée d'ailleurs par un animateur de RMC, c'est que quand Valls a pris le pouvoir, là, parce qu'il a pris le pouvoir, hein, il a remplacé 30% des préfets de France, ce qui ne s'est jamais vu. Je crois qu'on avait reproché à Sarkozy, on avait reproché 6 ou 7%. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils font le ménage dans l'appareil, dans l'exécutif, car ils n'ont plus confiance dans la soumission. C'est-à-dire qu'ils sont en train, en ce moment, on le voit au niveau de la justice, de la police, de la gendarmerie, avec notamment, vous verrez ça sur le site, les circulaires anti-quenelles, ils sont en train de mettre sur la touche tous les gens dont ils ne sont plus sûrs. Et un policier m'a dit récemment qu'il était dans le plan Vigipirate, que pour sécuriser certains lieux de culte juif, il ne voulait même plus de l'armée française, qui normalement n'a pas à faire ça. C'était directement des soldats israéliens qui le faisaient, ce qui est totalement illégal. Hein. Voilà. C'est pour vous dire le niveau qu'on a atteint, c'est qu'à la fin, c'est pour ça qu'on ne peut pas gagner ce combat, parce qu'à la fin, on subira carrément une occupation étrangère, parce qu'ils ne peuvent même plus compter sur les policiers, sur les gendarmes français, hein, qui eux sont des patriotes finalement et des citoyens qui croient aux droits de l'homme et à la démocratie. Hein. C'est pour ça que je dis à la fin, je ne vois pas comment on peut perdre. Mais simplement, je ne voudrais pas qu'on gagne au prix d'une grande violence, car en fait cette violence est inutile, contrairement à ce que souhaite Attali, qui vous dit le gouvernement mondial aura lieu à la place ou après la Troisième Guerre mondiale, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire si vous ne vous soumettez pas, on fera une Troisième Guerre mondiale pour vous l'imposer. Et tout ça, vous pouvez le trouver sur... c'est des citations que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Je ne suis pas dans le délire. Hein. Voilà. Donc, the other, I'll be very short. The other comment that I think it's crucial to start with, it is quite astonishing, as you mentioned yourself, to see how we really get to very similar conclusions and insight coming from completely different angles. However, and this is very important for the understanding of Jewish power and Jewish political power, we already understand that there is a clear distinction between Jewish cognitive elite and Jewish masses. On appelle ce que nous appelons les juifs du quotidien. C'est un concept qui... Now, for many years, we have been very excited about the possibility that some Jews move away from Zionism. I'm not excited about it anymore. I don't care if Moshe or Chaim or Yosef think that Zionism is good or bad. What I understand now, that the only thing that matters really for you guys, for the universe, for peace, is the position of just a very few Jews, the cognitive elite. As it happened, one very rich Jew named George Soros shapes the entire progressive left discourse in the entire world. I understood recently that there is no big difference between, and it's hard for me to say it, between Chomsky and Alan Dershowitz. They both do what they believe to be good for the Jews. They just don't agree what is good for the Jews. If we want to find a solution, the question is how we deliver a message to that cognitive elite, and it's not a simple job. It's not a simple task. Final point. Until the 19th century, this Jewish elite and the Jewish masses were integrated. They were even integrated in terms of blood, because some of the cognitive elite came from very low background. Nowadays, it is not clear at all what interest Bernard and Bellevue is serving. Is it good for the Jews that France is fighting Jewish wars? It can be a disaster, as you say.
Is it good for the Jews that Israel killing Palestinians? No. Is it good for the Jews that one day, very soon, work out on it, it will be clear that George Soros fund the entire identity politic? Is it good for the Jews if it will be revealed, and I walk out on it, that Wilhelm Reich was spreading the sex revolution, including pedophilia? And this relationship between Jews and its cognitive elite is, for me, the most crucial phase in the attempt to introduce reconciliation. And I'm going to say something horrible now. For many years, Jews, both cognitive elite, the masses, Jews in general, were very, very concerned and contained their power because they were afraid of the reaction of the surrounding society. At the moment, what we see an omnipotence of Jewish power because they don't meet resistance. By means of political correctness and with the help of the left, they've managed to castrate the entire West. Now remember one thing. What is political correctness? Political correctness is politics that doesn't allow political opposition. Ladies and gentlemen, this is the definition of dictatorship. But it is far worse than dictatorship. Because in dictatorship, you can say, oh, to your friend, I don't like Stalin, I don't like Hitler, I don't like Blair. But in political correctness, it is you, yourself, who censor. They have taught us to self-castrate ourselves. On passe aux questions.